Et maintenant, on va commencer à voir les réactions de la glycolyse. Alors, le glucose, ça y est, il a été ramené par le sang et ce dernier le véhicule dans les cellules. Alors, dès que le glucose entre dans la cellule, il est rapidement phosphorylé sur le carbone numéro 6. Donc, ici, on a consommé un ATP grâce à l'exokinase ou aussi la glucokinase. Donc, première étape de la réaction de la glycolyse, phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate. L'exokinase existe dans toutes les cellules de notre organisme. Cette opération peut aussi se faire avec la glucokinase, mais l'affinité de l'exokinase pour le glucose est beaucoup plus importante que la glucokinase. C'est pour ça que lorsqu'il y a un besoin en énergie, c'est l'exokinase qui travaille et ce n'est pas la glucokinase. Pourquoi le glucose, dès qu'il entre dans la cellule, est rapidement phosphorylé? C'est une question piège que vos professeurs adorent. Donc, tout simplement, la membrane cellulaire ne laisse pas entrer n'importe quel métabolite ou n'importe quel intermédiaire. Donc, lorsque le glucose entre dans la cellule, il est rapidement phosphorylé pour empêcher sa fuite, sa sortie. S'il n'est pas phosphorylé, il sort directement de la cellule. Il a son transporteur qui le fait entrer et sortir. Aussi, cette phosphorylation lui permet d'être reconnu par les différentes enzymes de la glycolyse. Et aussi, ce phosphate va donner de l'énergie au métabolite. Après, on va voir où est cette énergie. Passons maintenant à la deuxième étape. Le glucose 6-phosphate est isomérisé au fructose 6-phosphate par la phosphoglucose isomérase. C'est une réaction d'isomérisation. L'enzyme est une isomérase. Elle a changé l'aldose en le rendant cétose. C'est une importante réaction de toute la glycolyse. Le cétose possède deux fonctions alcool primaires, dont le carbone numéro 1 et le carbone numéro 6, n'est-ce pas? Les aldoses possèdent un seul alcool primaire dans le carbone numéro 6. L'importance d'avoir un cétose, c'est que je vais avoir un deuxième alcool primaire qui pourra être à son tour phosphorylé. Donc, j'obtiens du fructose 1,6-bisphosphate. J'obtiens du fructose phosphorylé sur le carbone 1 et le carbone 6. Consommation d'ATP. L'enzyme qui assure cette fonction s'appelle la phosphofructokinase. Pour le nom des enzymes, ne vous inquiétez pas. Prenez toujours le substrat et additionnez la fonction de l'enzyme. Par exemple, les enzymes qui phosphorylent, on les appelle les kinases. Ici, c'est une fructokinase et elle est déjà phosphorylée. Donc, phosphofructokinase. Donc, il y a consommation d'une deuxième ATP qui va servir à phosphoryler le carbone 1 du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate. Pourquoi ici j'ai dit bisphosphate et j'ai pas dit diphosphate? C'est une question piège que vos professeurs adorent. Tout simplement, quand le phosphate ou n'importe quelle molécule est prise entre deux carbones différents, le phosphate est dans le carbone 1 et le carbone 6, n'est-ce pas? Donc ici, on dit bis et on dit pas di, comme ADP, adénine diphosphate, parce que les deux phosphates sont portés dans le même carbone. Donc, lorsque la molécule est prise en charge par deux carbones différents, on dit bis. Lorsqu'elle est prise en charge par le même carbone, on dit di. L'étape suivante, le fructose 1,6-bisphosphate sera coupé dans le milieu, scindé en deux trioses, en deux composés à 3 carbones chacun. Les carbones 1, 2, 3 vont me donner la dihydroxyacétone phosphate. Les carbones 4, 5 vont me donner le glycéraldéhyde 3-phosphate. Après, le reste de la réaction de glycolyse vont se faire juste sur le glycéraldéhyde 3-phosphate. Vont pas se passer avec le dihydroxyacétone. Pour le dihydroxyacétone phosphate, va subir une deuxième réaction d'isomérisation pour donner glycéraldéhyde 3-phosphate grâce à la triose phosphate isomérase. À la fin de la première phase, j'ai consommé 2 ATP. Je vais avoir 2 glycéraldéhyde 3-phosphate, un vrai glycéraldéhyde 3-phosphate et un faux glycéraldéhyde 3-phosphate provenant de l'isomérisation de la dihydroxyacétone phosphate. Donc, je suis parti d'une molécule à 6 carbones, qui est le glucose,
À la fin de la première phase, j'ai obtenu 2 composés à 3 carbones chacun. C'est comme ça qu'on dégrade les molécules. On va extraire leur carbone et on tire de l'énergie. Je passe maintenant à la deuxième phase, la phase de production de l'énergie. À partir de maintenant, on va multiplier tout par 2 parce que j'ai 2 glycéraldehyde 3-phosphate. Le glycéraldehyde 3-phosphate va subir une réaction d'oxydoréduction faisant intervenir une enzyme anade et phosphorylation. Regardez ce phosphate est inorganique qui se trouve dans le milieu. Il n'arrive pas d'ATP. Attention. Ensuite, pour nous donner le 1,3-bisphosphoglycérate. Et il y a eu un transfert d'électrons et de protons sur le NAD+, qui est devenu NADH+. Ici, j'ai produit 2 NADH+. N'oubliez pas que tout est multiplié par 2. Faites attention. Dans cette étape-là, il y a eu phosphorylation ici, certes, mais sans consommation d'ATP. Ici, il y a eu juste fixation du phosphate inorganique qui existe dans le milieu. Après, le 1,3-bisphosphoglycérate est transformé en 3-phosphoglycérate et le phosphate qui était en position 1 va s'associer à l'ADP pour former de l'ATP. Donc ici, j'obtiens 2 ATP produits par phosphorylation au niveau du substrat. Donc, le 1,3-bisphosphoglycérate est un composé à haut potentiel d'hydrolyse. Après, il me reste un phosphate sur le phosphoglycérate en position 3. Au départ, il n'était pas riche en énergie, mais le reste des réactions vont le rendre riche en énergie par mutation. Ce phosphate va changer sa place de position 3 vers la position 2 et on obtient le 2-phosphoglycérate. Le 2-phosphoglycérate à son tour sera transformé en phosphoénol pyruvate par libération d'une molécule d'eau qui a réorganisé la distribution de l'énergie dans la molécule. Donc, ce phosphate qui était non énergétique dans la position 3, quand il est devenu en position 2, et après déshydratation, c'est-à-dire sortie d'une molécule d'eau, il est devenu riche en énergie. Et on obtient le phosphoénol pyruvate. Alors, ce phosphoénol pyruvate va à son tour céder son phosphate à l'ADP avec production de 2 autres ATP. Et on obtient le pyruvate, composé à 3 carbones. Je vous ai dit, à partir du glycéraldéhyde, on multiplie tout par 2. Donc, on obtient 2 pyruvates. Donc, dans la phase 2, on a produit 4 ATP, 2 NADH+, et 2 pyruvates. Faites attention, cette réaction, la dernière réaction, est irréversible. Dans la glycolyse, on a 3 réactions irréversibles. La première, glucose en glucose 6-phosphate. La deuxième, fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate. Et la dernière, c'est le phosphoénol pyruvate en pyruvate. C'est très important de les retenir parce que c'est au niveau-là qu'il va y avoir la régulation de la voie métabolique. Donc, toutes les voies métaboliques sont régulées grâce aux réactions irréversibles. Donc, l'équation globale de la glycolyse commence par le glucose, est un composé à 6 carbones, plus 2 ADP, plus 2 PI. Faites attention, ces 2 PI sont des phosphates inorganiques. Ce ne sont pas des phosphates de l'ATP. Donc, 2 ADP plus 2 PI, puisque j'ai produit 2 NADH+, donc plus 2 NAD+. Alors, j'obtiens 2 pyruvates, c'est-à-dire 2 trioses, 2 composés à 3 carbones. Vous avez vu, c'est une grosse molécule à 6 carbones. Notre organisme l'a dégradée en 2 molécules à 3 carbones chacun. Alors, les 2 ADP et 2 PI vont me donner 2 ATP. Les 2 NAD+, vont me donner 2 NADH+, plus les 2 molécules d'eau qui ont permis de réorganiser l'énergie dans le phosphoénol pyruvate. Donc, j'ai consommé dans la phase 1 2 ATP et j'ai produit dans la phase 2 4 ATP. J'ai produit aussi 2 pyruvates et 2 NADH+.